Je te dis, on est en train de sortir la voiture de Pierre qui s'est fait tomber dans un ravin ce matin. Non, bonjour tout le monde. Bon, comme vous pouvez voir, il y a eu un petit changement sur la Fiesta. Un gros changement. J'ai glissé sur la route, alors je sais pas si c'était parce que la chaussée était très humide, j'allais pas très vite, ou peut-être une flaque de gasoil, il y a beaucoup de poids lourds qui passent sur cette route-là. Circonstance des choses a fait que j'ai pas pu faire grand-chose, la pédale de frein s'est vite bloquée, et la direction s'est mis un petit peu en mode très dur, donc j'ai pas pu redresser finalement la voiture. Je suis tombé dans un ravin, 3-4 mètres plus bas, et voilà comment la Fiesta s'en est sorti. On a réussi à sortir la voiture. Je vais vous laisser regarder, ça va être un petit tuto démontage, je vais pas rentrer dans tous les détails de toutes les clés qu'il faut, les douilles, les vis, mais voilà. Moi j'ai besoin de faire un démontage complet pour savoir qu'est-ce qu'il faut que je rachète. Donc ça va être un listage pour moi, pour les commandes. Et après j'expliquerai peut-être plus en détail pour le remontage. Voilà. Mais pour l'instant déjà il y a tout le groupe clim, radiateur, liquide de refroidissement, puis bien sûr les fluides, quelques connectiques qui se sont bouffés ici et là-bas. J'ai des fils et des cosses à refaire. Tout ce qui est par bout éclaté, bien sûr, ça tombe sous le sens. J'ai les deux optiques qui sont bien, mais alors celle-ci s'est cassée à l'intérieur. Alors elles sont griffées de partout, hein. C'était dans un amas de ronces, donc tout est griffé. Mais alors celui-ci, le clip de derrière s'est cassé. Donc j'ai le feu qui n'est plus fixé, qui est complètement rayé et qui s'est cassé de l'intérieur, ce qui est rigolo, puisque le vitre n'a pas bougé, mais lui a éclaté de l'intérieur. Il faut que je remplace toute l'armature en métal, celle qui est ici, en fait. Voilà, c'est ce qui tient aussi les radiateurs et les ventilos. Et puis après, il faudrait bien sûr que je fasse un petit tour sous la voiture pour regarder si au niveau du châssis, de la suspension, tout ce qui est sous-bassement de la voiture, s'il n'y a pas eu de dommages, quoi. Mais ça, je le ferai vraiment à la fin s'il n'y a pas eu trop de problèmes. Je vous laisse suivre et puis je ferai plus de détails certainement sur le remontage, surtout pour la procédure de liquide de refroidissement. Voilà. La prise des airbags. Bon, je savais qu'elle était déjà un petit peu défoncée. Mais alors, est-ce qu'elle relie tous les airbags? Il me semble qu'il y a un seul câble qui retourne jusqu'à la trappe du frein à main, qui est juste en dessous pour le réglage du frein à main. Et juste en dessous du frein à main, une fois qu'on a enlevé la console, en fait, vous avez le calculateur des airbags. Alors, est-ce qu'il n'y a que celui-là qui va dessus? Je ne sais pas, mais si c'est lui qui contrôle tous les airbags de la voiture,
Bah, je comprends pourquoi ça s'est pas déclenché. Parce qu'elle n'est pas connectée. Voilà. C'est fait. Voilà. Donc là on s'occupe de l'ouverture du capot, c'est vraiment très simple. Vous tirez dessus, il y a une boule, vous la faites sortir, c'est terminé. Alors bien sûr, fermez pas le capot après, vous allez être couillon. Donc je vais faire la purge de liquide de refroidissement, enfin la vidange, ce sera plus simple. Pour ça après je serai peinard, il n'y a pas de risque d'en foutre partout. Alors pour vidanger le liquide de refroidissement, il y a deux écoles. Soit vous utilisez le bouchon qu'il y a sur le radiateur, qui est situé en bas, je vais vous le montrer dans un instant, ou alors vous défaites une durite de liquide de refroidissement basse, pas haute, pour pas en foutre partout. Basse parce que ce sera plus simple à vidanger. Donc vous faites la vidange pas par là, mais justement par celle-ci si vous voulez attaquer directement la durite. De toute façon, il faudra les démonter. Ou vous vidangez le liquide de refroidissement, je sais pas si on va bien voir, par le petit bouchon qui se trouve au bout de mon doigt, c'est-à-dire ici. Là, on l'aperçoit bien ici. On voit bien le liquide qui s'écoule avec le bouchon que j'ai dévissé ici. Voilà. Donc là, faut laisser s'égoutter 5 minutes, on n'est pas pressé. Parce que ça va vraiment très droit. Et encore, j'ai laissé le bouchon fermé pour l'instant parce que sinon ça en foutrait partout, mais alors partout. Pour la clim, bah logiquement, il faudrait, selon la législation, aller la vider dans un centre auto ou chez votre concessionnaire pour qu'il recycle et qu'il récupère le gaz R134A ou un autre gaz si vous en avez un autre dedans. Voilà, ça tombe bien parce qu'il était déjà vide. J'avais plus de clim déjà depuis 3 ans. C'est impossible pour moi de la démarrer via le bouton qu'il y a dans l'habitacle. Quand j'appuie dessus il s'allume, mais en fait le compresseur de clim ne se déclenche pas puisqu'il n'y a pas de gaz réfrigérant en fait dans le circuit. Mais logiquement il faudrait le faire vider. Allez, on continue. Pour vous ce sera tout de suite, mais moi ça sera le lendemain. J'ai pas beaucoup de temps pour travailler dessus, donc j'essaye de faire quand je peux. Là il faut sortir le bocal de direction assistée pour le foutre à côté, puisqu'il est attaché à ça. Il y a un petit rail, des petites rondelles. Il n'y a pas beaucoup de vidéos là-dessus. On peut apercevoir ici la connectique de l'airbag qui vient ici et qui vient se mettre sous le mécanisme d'ouverture du capot. D'accord? Elle se trouve ici. Là. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais débrancher la batterie. C'est une idée pas con que j'ai eue de la part de mon patron. On sait jamais avec les cosses qui sont à l'air. Le fait que je commence à démonter pas mal de trucs et que je sais pas encore combien de temps elle va rester là, c'est pas plus con que je l'enlève, comme ça déjà d'une elle suce moins. Il y a toujours du courant qui est tiré par les services de la voiture, anti-démarrage, une LED ou quoi que ce soit. Puis il y a tous les BSI calculateurs qui restent en veille, donc ça bouffe toujours de la batterie, même si ça se met un petit peu en veille. Je vais la retirer pour cette raison-là et pour des questions de sécurité. Allez, je vous fais une légère petite pause pour vous expliquer un petit peu où j'en suis. Je rentrerai plus dans les détails au remontage, mais ici on aperçoit donc du coup les blocs qui attachent la traverse. Ici vous avez le coin, en fait, si vous préférez, climatisation et le coin liquide de refroidissement. Pourquoi? Parce que ici vous avez aucune durite de liquide de refroidissement, à part la toute petite qui est là, qui sort au retour pour aller au bocal. Sinon, ici vous avez l'alternateur qui est là, on voit bien. Et ici vous avez le compresseur de clim. Ici, il n'y a que des tuyaux de clim. Bas, c'est votre pression. Donc on les voit ici, hein, avec des petits joints.
Tac, tac, tac. Ça vient se brancher dans le condenseur de clim, à cet endroit-là. Donc il y a des petits écrous. Voilà. Et du côté droit, il n'y a que des gaines de liquide de refroidissement. Il n'y en a pas à gauche des grosses. Donc il y a celle du haut et celle du bas qui sont connectées sur le radiateur. D'accord. N'oubliez pas de débrancher la connectique du groupe moto ventilateur de la voiture. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu le radiateur de clim, comment c'est foutu. Allez hop. Au niveau du radiateur, donc c'est pas très compliqué. Donc je vais le mettre dans le bon sens. Donc quand il est branché sur la voiture, il est dans ce sens-là. Donc on a le ventilateur qui est là. Ensuite on a le radiateur de liquide de refroidissement qui est là, plus épais. Donc cette durite normalement vous l'avez pas, ça a été aussi trafiqué par le couillon qui m'a vendu la voiture. Ici c'est des tampons d'absorption de vibrations je pense. Le petit bouchon de la clim. Et ici on a le condenseur, donc le condenseur de clim c'est le radiateur de clim. D'accord. Il n'y a rien d'autre, vous avez le système avec les agrafes pour les durites, donc vous les mettez avec le collier dessus et ensuite vous enfilez pour finir l'agrafe comme ça. En le tournant, bon bah on a le ventilateur, rien de spécial avec sa connectique ici. Normalement sur certains modèles ici vous avez une résistance qui sert à la deuxième vitesse du ventilateur pour la clim, pour la refroidir. Je crois que sur le 1,3 litre il n'y en a pas. Tout simplement parce que quand elle y est c'est percé ici et on a la résistance. Donc, normalement sur les 1,3 litre elle n'y est pas. La température de déclenchement du ventilateur est de 105 degrés pour redescendre aux alentours de 95 il me semble. 95 et 96, quelque chose comme ça. Pour le retirer, bah, vous venez de le voir, il y a des petits clips qui sont morts. Hop. En le retournant, ça donne ceci. Et puis là, on voit bien l'encoche qui est normalement prévue pour accueillir la résistance de deuxième vitesse de ventilateur. Dernière étape qu'il faut faire, c'est boucher les entrées des durites de liquide de refroidissement. Ça coûte pas grand chose, mais ça éviterait une connerie possible, qu'il y ait une merde qui rentre dedans ou une bestiole. Pareil pour les raccords de clim à gauche. Eh Manu. Bon Manu, je sais pas si tu regarderas la vidéo, mais en tout cas, je tiens à te remercier pour la matinée où tu es venu m'aider. C'est déjà beaucoup. T'étais pas obligé. Et pour la chance d'avoir eu la permission de la laisser dans le garage, le temps de la démonter, de prévoir les futures réparations qui vont se faire. Puis ça fera un joli souvenir. Allez, merci beaucoup. Je vais commencer à passer sous la voiture pour voir s'il y a eu des dégâts, déjà. Et puis parce que j'ai un support de boîte à changer, aussi. Un support de boîte pour cette voiture, ça ressemble à ça. Voilà, donc un support de boîte. Bon, je suis passé sous la voiture, je suis en train d'inspecter ce que je peux inspecter. La fixation de la ligne d'échappement, ça va. Les cylinder blocs sont toujours présents. Alors j'ai vu que la petite tresse ici commençait un petit peu à se détacher, mais bon, c'est pas non plus dramatique. Ça fait pas partie du choc de toute façon. Et je vais, par ces mesures de sécurité, refaire le serrage, enfin, du moins vérifier si toutes les vis du berceau sont bien restées serrées, s'il n'y en aurait pas une qui aurait bougé. Voilà, toutes les petites vis du berceau. J'ai regardé le carter, alors je ne sais pas si c'est du liquide de refroidissement, mais alors il y a du fluide partout. Il faut que je regarde ce que c'est. Pareil là-haut, alors je sais pas si c'est... Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'on dirait que c'est comme de l'huile. Mais c'est assez liquide, donc tu parierais plus pour le liquide de refroidissement quand même. Voilà, sinon il n'y a pas trop de dommages. J'ai toujours le joint spi qui fuit, on dirait aussi. Ouais, le joint spi de Villebroquin est toujours en train de fuir. Mais sinon voilà, ça a râpé le berceau, on voit bien les traces de ronces qu'ils ont, et des petits troncs d'arbres qu'il y avait. Mais j'ai pas de jeu nulle part en fait, ni sur les cardans, ni sur les pas de durite de frein de percée. J'ai les biellettes
Les barres stab là-haut sont l'air d'être bonnes. Les directions aussi. Le support de boîte, bon lui il fallait que je le change de toute façon. Alors là on voit bien le choc par contre que j'ai eu là-bas, je sais pas si vous allez le voir. Sur le bas de caisse il y a une sorte de... Ici. Et clac. Donc ça c'est le bas de caisse qui a été enfoncé. Pareil sur la portière. Bon, c'est pas ultra grave. L'autre côté n'a pas bougé d'1 millimètre. Donc c'est déjà super. Peut-être un petit peu ici. C'est vrai qu'il y a une petite pince et tout, en serrant les deux ça devrait se reprendre. Donc voilà, bon super, là je vais refaire le serrage pour être sûr, et puis déjà ce sera ça de fait. Donc il y a des valeurs, hein, je les avais notées quand j'avais fait l'embrayage. Alors pour le reste de la vidéo, donc quelques semaines se sont passées, j'ai dû trouver les pièces, la livraison a été retardée parce que le mec de la caisse a pas su faire son job correctement, donc une vraie misère. Il a envoyé ça comme une merde par colis avec Géodis emballé, capot contre le pare-choc, enfin une vraie misère. Au passage, ne commandez jamais dans la caisse Recycloto du 77. C'est un vrai margoulin. Je ne vais pas rentrer dans les détails du terme margoulin. Certains comprendront. Donc voilà, il nous a fait poireauter. Le pare-choc est rayé, le pare-choc est rayé, il est arrivé abîmé, le capot pareil. Les phares, j'en parle même pas parce que ça compte même pas. Il n'y a que l'armature qui est arrivée correcte. Une vraie misère. Donc moi, il va falloir que je mette le condenseur et le radiateur sur l'armature, que je puisse réemboîter, moins prendre de l'avance. Et il me reste un gros boulot, mais j'attends la commande de Ford, c'est les clips qui tiennent en fait le pare-choc au niveau de l'aile. Sur le côté droit, en fait, l'aile a bougé en fait au niveau des accroches. Elle est gondolée et pliée dans un sens, donc il va falloir que je remette tout à plat comme ça et dans un certain degré. Donc je vais avoir ce côté-là, et puis après il y a aussi un problème avec le capot, c'est que sur les Ford Fiesta 1,3 litre essence, peut-être les autres motorisations essence, vous avez une accroche comme ça. D'accord. Et sur le nouveau capot, bah, c'est pas du tout comme ça. Donc il faut voir si ça va fermer pareil, si ça va déjà accrocher sur le système d'accroche ici. C'est pas encore gagné. Il faut des petits tampons comme ça qui viennent en fait sur le dessus et le dessous du radiateur, et après ils viennent se mettre en butée à l'intérieur de l'armature ici. Il en faut 4. Ça coûte un bras pour ce que c'est. Les petits tampons, c'est comme un cylindre bloc quoi. On le met comme ça. Ici. Côté gros en haut. Et une fois que vous êtes en dessous, faut enlever ces capuchons qu'il y a là, sur une douille de 22. Vous les dévissez, parce que sinon vous ne pourrez pas mettre les caoutchoucs directement s'ils sont dessus. Donc vous les enlevez, vous mettez les tampons, voilà, tac, et après vous mettez ça pour refermer le tout. Ok, c'est le seul moyen pour mettre le radiateur. Une fois que vous avez vissé ça, il y a quand même une vis de verrouillage en fait qui est ici. Vous allez avoir un petit trou qui sont sur les filets. Vous la mettez en face, vous faites une petite marque là, et vous la mettez en face une fois que tout ça est bien à plat et serré, et puis vous finissez par la visser. Ça maintiendra le tout ensemble. Alors, où est-ce qu'on en est? Vous voyez, on n'a pas tellement avancé. On a dû adapter l'armature parce qu'elle ne s'adaptait pas au ventilateur d'origine de chez Ford par rapport au ventilo. Et puis après, c'est le condenseur qui nous faisait chier. Après, on a dû limer les clips parce que ça rentrait pas. Enfin, il n'y a rien qui allait. Donc, si vous voulez pas vous faire chier, achetez les pièces d'origine chez Ford. On avait corrigé les battements ici, on avait réajusté un petit peu. Encore un peu courbé, mais on a tout remis à plat parce que ça faisait pas du tout un angle droit. Ce que j'avais pas eu par contre, c'est cette partie là. Elle, normalement, elle vient là. Et donc j'ai cette partie là qui permet à l'armature de se fixer sur le haut avec le devis, qui est complètement vers la droite. Il va falloir
la replacer, la remettre, parce que d'une, je peux pas remettre le bocal de direction assistée, de deux, je peux pas aligner les vis parce qu'elles sont pas dedans. Je vais vous montrer l'autre côté, la différence. Et là, on voit bien la différence. Elle est un petit peu courbée, certainement, ça a dû bouger aussi un petit peu, mais beaucoup moins. Mais elle est pas plus tordue dans tous les sens comme l'autre. Bon, ça y est, on a remonté la traverse. Dans le choc, lors de l'accident, j'ai certainement dû... j'ai essayé de les redresser, enfin je les ai redressés, mais... Il doit y avoir des petits millimètres par-ci, par-là, qui... Entre là, là, la petite courbure qu'il y a là, les attaches là-haut. La traversable pour moi n'a pas bougé, mais ça se trouve c'est un petit peu bougé au niveau des pattes. Donc du coup, pour remettre ces vis-là, là, qui sont là, et pareil de l'autre côté, ça a été une vraie misère. Il a fallu dévisser là-haut de chaque côté, ensuite dévisser la traverse, donc complètement jouer entre la traverse, toute l'armature en métal, et les ventilos, enfin pour les bouger de droite à gauche, en hauteur, pour essayer de trouver le bon angle pour les renquiller, pour ensuite remettre les deux qui sont là et les deux là qui tiennent la traverse à la caisse, pour ensuite refixer celle de là-haut. Enfin ça a été un vrai bordel de mise en place. Le tout avec des pièces qui sont pas du tout aux bonnes cotes, c'est génial. Alors, petit truc pour remettre vos durites. C'est pas très compliqué, c'est comme d'habitude, mais il y a une petite variante. Ici, vous avez juste l'embout du nouveau radiateur Valeo, ok? Mais vous pouvez pas vous brancher parce qu'ici, vous avez une petite fente où il faut mettre une agrafe. Je vais vous la montrer plus en détail sur l'autre. Il faut récupérer un embout qui est sur l'ancien radiateur d'origine de la voiture, ça se dévisse. Hop, voilà. Il vous faut ça pour remettre en fait votre agrafe. Ouais, elle se met par le haut et puis elle vient en butée de chaque côté ici. Et ici, vous avez le tuyau qui rentre et puis vous mettez le serre-câble ici en fait, l'attache. Et après ça se met là-dedans. Voilà, tout autour. Mais vous avez besoin de cette pièce. Donc si vous cassez cette pièce, il la détaille pas fort. Hein, donc vous l'avez dans l'os. Vous êtes obligé de racheter tout le radiateur juste pour avoir ça. Ou de le trouver en casse. Il n'y a pas d'autre solution, ça se vend pas à l'unité ça. Et vous en avez besoin pour le réadapter sur le nouveau radiateur Valeo, ou la marque que vous avez pris. Sinon vous ne pourrez pas monter ça. Ok? Bon, bah voilà les amis. On a remis l'armature, le radiateur, le condenseur, la traverse. On a remis le liquide de refroidissement, donc on a réussi à mettre 4 litres en tout à peu près. Normalement je crois que c'est 5, mais je vous le remettrai à ce moment-là sur l'écran, mais j'ai jamais réussi à mettre je crois la totalité du liquide de refroidissement dans le circuit. Bon là peut-être que c'est normal puisque le radiateur est moins épais que celui d'origine. J'ai quelques riselants à remettre, quelques petits trucs aussi par-ci par-là. J'ai remis la batterie. Je me suis fait un peu chier en dessous parce qu'une vis a pété, donc il a fallu percer, retarauder. Ensuite on a remis le cache moteur, les durites, les machins. Puis voilà, c'est à peu près tout. On va redémarrer la voiture déjà pour voir si elle redémarre. Donc on a mis le maximum de liquide de refroidissement qu'on pouvait. Donc il y a voilà. Nickel. Donc elle démarre nickel. Ça c'est très bien déjà. Donc les bulles d'air vont se chasser, hein, tout ça va remplir le circuit. Donc ça va baisser tout doucement. Il y aura une purge, c'est une purge semi-automatique, automatique entre guillemets, mais et je vous expliquerai ça, je ferai vraiment une vidéo dédiée à ce sujet-là une prochaine fois. Toute la procédure, la vraie procédure pour purger son système de liquide de refroidissement. Voilà, donc nous on va surveiller ça, ça va descendre, on va compléter, on va faire la procédure. Je vais remettre le pare-choc ensuite par la suite, celui-là, avec les deux feux là-bas. Et puis voilà, mais sinon elle démarre, du premier coup, comme si de rien n'était. Donc c'est nickel. J'ai fini de refaire les faisceaux, enfin les faisceaux pour l'anti-brouillard, et j'ai redressé la cosse du klaxon en faisant une gaine avec une cosse, donc ça c'est bon. Il me reste 2-3 bricoles et puis je vais attaquer dans pas longtemps le pare-choc. Voilà. Bon là je vais remonter le pare-choc. Il y a des clips spéciales à mettre. Là vous avez les petits bitoniaux qui sont soudés au pare-choc. Ici vous en avez 1, 2 et 3. C'est des blancs
comme ça. Ici. Voilà. Les rouges, comme ça, ils viennent en fait ici et ici. Alors ça tient pas super bien, même avec des clips neufs ça tient pas. C'est la merde. Alors non, j'ai pas du tout avancé. Je l'ai juste calé, j'ai réussi à le faire prendre sur le dessus. En fait, vous avez des petites pattes du pare-choc qui viennent se caler sur le haut de l'armature ici. En fait, c'est fait exprès, ici. Et là, c'est pris aussi en sandwich dans les pinces. Là, dans les 3 clips. Alors ces clips, c'est vraiment de la merde, hein. Je vous le dis tout de suite, sinon les ingénieurs, ils avaient picolé la veille quand ils ont fait les plans de la voiture. D'une, ça fragilise la pièce, de les avoir fendus de chaque côté pour essayer de laisser passer cette sorte de crochet à plat qui est relié au pare-choc. Ça tient pas du tout, hein. Ils ont mis une butée au milieu, mais ça sert pas à grand chose, comme vous pouvez voir. Là, c'est histoire de dire, oh, on vous a mis une petite butée, mais c'est tout. En fait, ce qui tient votre pare-choc, c'est surtout les vis là et les vis là. Ça sert à rien, je vous le dis tout de suite. À chaque fois que vous prenez un Dodan, les clips se barrent. C'est d'ailleurs ça qui endommage le condenseur de clim, qui l'écrase. Parce que quand vous regardez derrière, en fait, vous n'allez pas bien le voir, mais il y a, allez, sans vous mentir, peut-être un demi-centimètre de marge. Vous prenez un trottoir, ça touche un petit peu sur le bas du pare-choc, c'est fini, hein, vous avez tapé le condenseur de clim direct. Bon, je vais vous montrer où j'en suis. Voilà, je suis au maximum de ce que je peux faire, j'ai pas d'outil de carrossier, j'ai rien. J'arrive pas tellement à faire mieux. Je trouve que c'est pas mal au niveau de l'arête, il y a un tout petit peu trop ici. Mais le pare-choc bouge tellement de toute façon que j'arriverai pas à faire mieux. Et au niveau de devant, voilà. Voilà ce que ça donne. On a un bon petit profil, il manque juste un peu comme ça, là, par là, mais bon, c'est pas non plus super moche, quoi. Il y a juste un peu trop d'écart, en fait, entre les deux, plus par là que ici. Là, c'est vachement bien serré, et là, ça s'évase. Alors, je sais pas trop pourquoi. Voilà. Bon, de toute façon, ça tient, et je ferai certainement pas mieux. Ça a certainement dû bouger. Mais à l'intérieur, quand j'ai tapé, ça a dû gondoler quelque part. Et voilà. Donc celle-là c'est les feux de position, donc c'est des W5W. Là c'est les phares, je les ai un peu repolis vite fait, mais c'est pas un résultat professionnel non plus.
N'oubliez pas de remettre les caches. Ce que je viens d'oublier. Pourquoi je change que ces ampoules? Parce que c'est les seules où il faut démonter tout le phare pour les changer. C'est pour ça que je vous disais de les changer maintenant. Ça coûte 2 € les deux. Et ça arrive vite de tout redémonter. C'est parce que le clip est cassé. Le clip du feu est pété. J'ai des feux neufs en casse, mais ils sont cassés. C'est le principe justement de la casse. C'est de te faire acheter des pièces que toi tu as déjà cassées, mais là on t'en vend des cassées. Et vu que tu les as achetées par livraison, et bah tu l'as dans le cul. Bon bah voilà, j'arrive à la fin, il me manque plus que la calandre à mettre et les pare-boues. Bon, il y a du nettoyage à faire, je referai un serrage des roues aussi par sécurité. Le pare-choc est pas aligné mais j'y peux rien, je peux vraiment pas... voilà. C'était déjà juste au niveau des points d'accroche du phare, je suis pas là où il faut. Normalement il est là mais normalement il va plus loin, pareil ici, donc j'ai serré comme je pouvais. Le pare-choc, lui, bah, comme je vous ai dit, de toute façon il tient, il sert à rien, il tient pas, mais j'ai rajouté, donc j'ai fait un petit trou là-bas, avec un petit trou ici, léger, pour mettre un riselant là et un riselant là. J'en ai mis un sur le côté, ça le maintient déjà plus, et au moins il est rattaché à ça. Les feux sont pas du tout comme il faut au niveau de la ligne en fait, si vous préférez. Voilà, il y a trop de rapprochement ici, et plus on avance, plus il y a d'écart en fait. Et le feu au niveau de sa forme devrait aller un peu plus loin, et bah, il y va pas. Parce que ça a bougé au niveau des pattes. Et quand on revient ici, ça touche carrément en fait l'aile. Il n'y a plus d'écart ici, ça touche carrément la carrosserie à l'intérieur. Ça va certainement me la faire éclater au bout d'un moment. Ce qui est rigolo parce que de l'autre côté ça me le fait pas du tout. J'ai toujours ce problème ici où c'est pas totalement aligné au fond. Je me retrouve avec une plus grosse marge ici. On voit bien, mais à cause de cette partie là en fait. Voilà, que j'arrive pas à attraper, qui est un peu plié, mais c'est surtout à cause du clip du pare-choc qui est au fond. Alors pas le clip blanc, mais le clip, il y a des inserts dessus, des petits rivets soudés en plastique qui sont internes, qui font de la partie de la même pièce que le pare-choc en fait, et qui lui a perdu ses crans d'accroche en fait, et du coup bah même si le clip blanc derrière est connecté, bah je peux pas, voilà, je peux plus récupérer cet écart qu'il y a là en fait. Même en le levant, voilà, ça bouge un petit peu. Mais c'est léger, du coup ça me fait un plus gros jeu énorme ici. Mais voilà, comme je vous dis, je peux rien y faire. Et par contre là voilà, on a bien le petit écart qu'il y a normalement avec la carrosserie un petit peu, entre le phare et l'aile, que j'ai pas là-bas parce que voilà, ça a dû bouger un peu à gauche. Ici à bouge à gauche, là-bas ça me réduit l'écart, donc voilà. C'est comme ça. L'important est qu'elle roule, et puis bon voilà, c'est pas... On n'est pas sur une Bentley, hein, on est sur une Fiesta. Je trouve que je m'en sors pas mal. C'était plus avantageux que de passer par l'assurance avec 25% de malus, augmentation des cotisations, forcément. Et puis surtout sortir la voiture de la route, parce qu'elle était à 4-5 mètres plus bas et c'était compliqué. Donc ça aurait coûté bien plus cher, et puis là je m'en sors pour 500 € à peu près. Donc voilà, il me restera du coup la calandre à remettre, la plaque, la petite trappe, j'en ai une d'une autre couleur, donc je ferai ça à l'aérographe. Je pourrais toujours le faire au pinceau retouche, mais ce sera pas très beau.
Il me reste à régler les manchons en caoutchouc, les deux gros qui sont là, pour régler la hauteur du capot par rapport à l'aile, par rapport à la carrosserie. Donc c'est ceux-là, ici et ici, et ça permet justement de jouer avec la hauteur du capot. Celui-là je crois que je peux pas le fermer. Il me semble que je peux pas encore le fermer, donc on va essayer de toute façon. Donc on va les baisser un petit peu. Le capot ne ferme pas. C'est génial. C'est pas eux qui touchent. Donc c'est la merde. Ah, on a un candidat. Là, c'est peut-être un peu trop bas déjà. J'espère que je vais pouvoir le réouvrir surtout. Bon, déjà, ça marche. Faut que je remette les tuyaux de la glace qui sont ici. J'ai encore un petit peu de boulot, mais ça va. Bon, la voiture est quasiment finie, tu vas te dire, oh bah c'est bien, il a bien bossé et tout. C'est enfin terminé le chantier, bah en fait non. Il y a une fuite. Il y a une fuite de liquide de refroidissement. Sur le boîtier thermostat. Je peux même pas y passer la main. Donc il va falloir que je résolve le problème. Encore une fois. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est dû au choc et que le boîtier, il y a des vis pourtant, est-ce que le joint aurait un tout petit peu ripé et écrasé? Ou si c'est parce que pendant un mois et demi elle avait plus de liquide de refroidissement dans tout le circuit et que les joints ont un peu rétréci ou un petit peu craquelé, mais en tout cas il est raide. Voilà. Donc je change le joint du boîtier thermostat ou que je change le boîtier complet, mais c'est raide. Donc je passe en dessous de la voiture et je te montre ça à la caméra d'inspection. Bon bah voilà, la caméra d'inspection, je suis obligé de la faire moteur tournant parce qu'en fait c'est qu'à ce moment là que la fuite se produit sous pression en fait. Voilà la goutte là à droite. Donc là on est juste sous le boîtier thermostat. On voit bien la goutte à droite là ici. Et voilà, ça goutte. Juste là. Je pense que tu vas bien la voir la fuite là. Regarde. Tu la vois la goutte là qui coule? Hop là. Hop là. Donc voilà. Ah, tu vois où je suis, hein, je suis tout là-haut. Donc je vais avoir le boîtier thermostat à changer, enfin du moins son joint. Mais ça va être la misère. Voilà, c'est chiant à faire. En soi c'est pas compliqué mais c'est chiant à faire.
Ah, tu vois, ça coule de derrière là-haut là. Alors après ça vient ricocher en dessous. Et là on le voit bien. Bon, voilà, elle est quasiment terminée. Hormis les feux, les caches. J'ai remis, c'est une vraie misère, l'insonorisant du capot. Alors, sur cette voiture, dès que vous enlevez les clips, ils sont morts. C'est une vraie misère. Remettre le tuyau de la glace. Le pare-choc, les calandres. Là, je suis en train de traiter au fer rose toute la partie L derrière, ça a vachement mangé. Il y avait des ronces de partout, des greffures. Donc, je remets un petit coup de fer rose, même s'il fait pas encore assez chaud normalement. Un petit coup de peinture derrière, un petit coup de vernis, et puis on n'en parle plus. Hein, écoutez, moi j'arrive à la fin. Il va falloir que je règle quand même la fuite que j'ai côté thermostat, boîtier thermostatique, qui est ici, là, sur cette voiture. Il est là. Je vais me faire un peu de place, j'en profiterai certainement peut-être pour remplacer le couvre-culasse qui commence un petit peu à transpirer en dessous le joint cache-culbuteur. Et puis il me restera en dessous, côté droit, le joint spi de pluie de vilebrequin qui recommence à fuir. Ça fait même pas un an qu'il est sur la voiture, mais il commence déjà à repisser de l'huile partout. Donc on verra ça un peu plus tard. Pour l'instant ça peut rouler comme ça, elle perd pas trop d'huile, c'est vraiment juste une transpiration. Mais voilà, ce qui m'embête le plus, c'est le liquide de refroidissement qui est à droite. Et vu que j'ai un peu de sentement au niveau du cache-culbuteur, bah, j'en profiterai pour le faire en même temps. Ça me fera de la place. En fait, vous n'êtes pas obligé de démonter le couvre-culasse pour faire le boîtier thermostat. Mais si c'est l'occasion de faire le joint de cache-culbu, bah, allez-y. C'est le moment et vous gagnerez vraiment en place pour le coup. Donc moi je ferai ça, je ferai un tuto sur comment remplacer son joint de couvre-culasse sur cette voiture, comment changer le boîtier thermostat ou le joint qui fuit, il y en a deux, un pour le thermostat et un pour le boîtier. N'hésitez pas à remettre de la pâte à joint, mais je vous expliquerai tout ça quand je ferai les vidéos. Ça me permettra aussi de regarder l'état du tendeur et de la chaîne un petit peu, voir les entrailles de la bête. Et puis voilà, mais bon voilà, d'ici quelques jours, elle est sortie. Il manquera plus qu'à remettre la plaque, faire une géo, voir un contrôle technique. Je vais voir avec la personne à qui je l'avais amené au contrôle technique pour voir s'il peut pas me refaire un... Quitte à payer, hein, c'est pas le souci, mais voilà, faire un truc sérieux pour voir s'il n'y a pas trop de dérives, s'il n'y a pas de trucs pliés, et déjà voir si à la géo c'est correct aussi.